Bienvenue les gars sur SaaS Lab, l'épisode je sais plus combien honnêtement, mais aujourd'hui c'est un épisode dantesque parce qu'on va voir la sortie, la V2 d'Incomparable Kit qu'on a littéralement créé avec Charles qui est avec nous aujourd'hui et on Salut. va voir également qu'il a rejoint et qu'il a été dans l'équipe Fig.io qui est une équipe de tech qui crée des produits qui a plus de 700 000 euros de CA. Donc on va voir tout ça ensemble, on va discuter de comment on a réussi à créer, développer, améliorer Incomparable Kit. On va voir ce que c'est Incomparable Kit si tu sais pas ce que c'est. Plein de choses intéressantes et on va essayer t'expliquer comment on compte créer une équipe qui va lancer des SaaS encore et encore et comment tu peux faire pareil. Mais avant ça, salut Charles, comment ça va? Très bien et toi? C'est très bien, c'est la 8e fois qu'on se pose la question parce qu'on a, C'est on a ça. déjà tenté d'enregistrer. Déjà, avant de commencer, de parler un peu de notre collaboration, de comment on compte aussi s'associer, c'est vrai, sur un autre SaaS qu'on va lancer qui est MiniaMaker.io, on en parlera aussi sans doute. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement, ton parcours, etc. Ouais, pas de souci. Du coup, je vais faire simple. Moi, j'ai commencé le dev à 12 ans en décidant de découvrir comment fonctionnaient les jeux vidéo. Après, ça m'a suivi globalement pendant toutes mes années. J'ai fait un BTS, ça m'a pas spécialement plu. Et en parallèle de mon BTS, je me suis lancé en freelance et du coup, j'ai continué en freelance pendant là maintenant plus de 4 ans. Je bosse en tant que développeur full stack. Voilà, Ok. Donc toi, t'es un pro du dev, et c'est pour ça c'est d'ailleurs ça. qu'on bosse ensemble, parce que moi, je vais essayer de délaisser un peu plus la partie dev et produit, et toi, tu viens justement t'occuper à 100% de cette partie. Donc ça va être intéressant, on va en discuter par la suite. Première Exactement. petite question, comment t'as connu mon contenu, et on verra après comment on s'est rencontrés par la suite. Moi clairement j'ai découvert ton contenu premièrement sur je crois Twitter et aussi Hmm. après sur LinkedIn, j'ai commencé à te suivre là-dessus. J'ai vu que les posts que tu faisais étaient régulièrement très intéressants, que tu parlais beaucoup de SaaS et c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et du coup après de fil en aiguille, j'ai continué à te suivre. Je me suis intéressé de plus près au contenu que tu créais et quand j'ai vu que tu avais proposé de te rejoindre en utilisant ton boilerplate, je me suis dit pourquoi pas. Ça allait être la première fois que j'allais utiliser en plus un boilerplate. Et puis quand j'ai vu la qualité que ça proposait et le gain de temps que ça proposait, je me suis dit que vraiment c'était une bonne chose de tenter l'aventure, quoi. Ouais, c'est ça. Donc pour ceux qui savent pas, un boilerplate, c'est une base de code qui permet de développer des applications 10 fois plus vite, dans lequel tu vas retrouver l'authentification, les abonnements et plein d'autres choses. Et en fait, moi, donc, j'ai lancé il y a quelques mois un boilerplate qui s'appelle Incomparable Kit, dont je me sers au sein de mon agence de création de SaaS pour aller 10 fois plus vite, mais que je propose aussi à la commercialisation. Et donc, Charles, tu m'as rejoint à peu près au tout début, en fait, quand Ouais, je proposais au tout début sur la la, première semaine à peu près. c'est ça, quand je vendais le boilerplate au tout début. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pas mal d'offres qui passent, en fait, parce qu'on a une communauté sur Discord dans laquelle moi j'envoie des propositions, etc. Et à ce moment-là, je cherchais en fait un associé pour m'accompagner sur continuer d'améliorer un comparable kit, continuer de le développer, etc. Et Et te c'est à détacher ce de la moment partie tech. Aussi, et me c'était détacher aussi de la ça, partie quoi. tech, ouais. Ouais, c'est clairement ça l'objectif. Et en fait, à ce moment-là, je proposais aussi un appel à tous ceux qui l'avaient pris. Et donc, on avait fait un appel ensemble. Ouais. Ça avait bien matché. Et du coup, on a décidé de collaborer pendant un mois sur un comparable kit. Ouais. Du coup, ça enclenche directement sur ma prochaine question. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces un mois avec moi sur un comparable kit? Du coup au début on a commencé par un test pour voir si ça fitait vraiment bien entre nous et pour voir si au niveau technique c'était vraiment correct et si je j'étais pas un imposteur. Et du coup ça s'est très bien passé. Pareil on a vu que notre vision fitait vraiment très bien. Et après pendant un mois tu m'as fait tu m'as demandé plusieurs fonctionnalités que j'ai créées, notamment le nouveau thème geek qu'on a intégré qui est vraiment un élément qu'important dans le boilerplate. Le fait d'avoir Ouais, si plusieurs tu, thèmes, c'est vraiment un truc de fou. ouais, tu peux expliquer rapidement justement ce principe de thème qu'on a en place à un comparable kit? Ouais, du coup, l'idée c'est d'avoir directement dans le boilerplate plusieurs thèmes de prêt et d'utilisables quand on veut lancer son SaaS. Comme ça, si on veut lancer son SaaS avec le boilerplate, on peut avoir quatre thèmes différents et donc le proposer directement à ses clients et éviter d'avoir quelque chose de toujours redondant. On utilise en plus un design system, donc une librairie de composants qui permettent de gagner énormément de temps et d'avoir quelque chose de toujours uniforme et de propre dans le code qu'on délivre. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc en fait, avant que tu arrives, il y avait juste deux thèmes qui étaient en place. Maintenant, on en a Ouais, quatre. Et vraiment, l'avantage principal, moi, encore aujourd'hui, j'ai un développeur qui m'a contacté sur LinkedIn en me disant,
oh là là, ça a l'air bien ton boilerplate parce que moi j'arrive pas à designer, etc. Est-ce que vraiment ça va m'aider? Ouais, vraiment ça a été conçu pour que n'importe quel développeur puisse arriver sans aucune compétence en design C'est ça. et créer une application from scratch, donc depuis absolument rien, que tu as juste à déplacer des composants comme si c'était du no-code. Et en Ouais, plus, l'avantage, c'est qu'il y a une formation, c'est-à-dire que moi j'ai pris le temps de faire des vidéos où je fais ça avec toi main dans la main, et donc ça te permet vraiment de designer des trucs. Et là, bah, avec Charles, donc c'est Charles qui l'a créé. Enfin, ça a été designé, on le verra par Umut justement. On y reviendra plus tard de la team Fig.io, qui est une équipe qui fait 700K à l'année de CA, donc c'est impressionnant et ils ont un très bon designer. Et toi, tu viens de l'intégrer, donc là pour la V2, donc oui, la V2 vient de sortir les mecs. Donc si vous voulez c'est vous le ça. procurer, putain, on l'a vraiment pas dit. La V2 est sortie, donc si vous voulez vous le procurer, c'est en description. Et on a mis en place un système très intéressant de places, de slots. C'est-à-dire que un peu comme vous connaissez peut-être le système pardon de design par abonnement, peut-être que ça vous parle, mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que chaque place, chaque fois qu'on a par exemple 5 personnes qui prennent le boilerplate, le prix à chaque fois augmente. Donc au début ça va être 200 €, dès qu'il y a 10 personnes qui rejoignent, après c'est 300, dès qu'il y a 10 personnes qui rejoignent, après c'est 400, etc., etc., pour vraiment récompenser ceux qui rejoignent tôt, parce que nous on va continuer de sortir des fonctionnalités, continuer, et petit à C'est petit, bah, ça. le boilerplate il vaudra 1000 €, et ceux qui nous auront rejoint au début, bah GG à eux. C'est ça. Et puis surtout, il y aura vraiment beaucoup plus de valeur au fur et à mesure. On va continuer à envoyer de la valeur dessus et ça sera quelque chose de vraiment maintenu. Sachant aussi qu'il y a un Figma qui reprend directement tous les composants et qui permet de faciliter énormément le design. Et après, vu il match parfaitement entre le code et le Figma, bah on peut avoir quelque chose de très propre et faire travailler des designers dessus ou s'en occuper tout seul directement. C'est vraiment parfait, c'est un gain de temps phénoménal. Ouais, je pense que il y a pas mal de développeurs qui nous rejoignent, c'est justement pour ce truc en plus, quoi, Ouais, que peu d'autres boilerplate ont. C'est vraiment un truc de fou de pouvoir designer maintenant sans être développeur, quoi. ouais, Donc, tu as fait ouais, cette partie. Donc, maintenant, on a deux thèmes, deux main thèmes et deux thèmes alternatifs, pardon. ouais. Qu'est-ce que tu as fait d'autre, du coup, pendant ce mois Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai aussi retravaillé toute la landing page du boilerplate parce qu'au début, tu en avais fait une Hmm. assez courte et simple, juste avec une VSL, mais c'était déjà très bien parce qu'au final, bah, tu as réussi à vendre à déjà plusieurs clients, Hmm. donc ça montre que ça fonctionnait déjà. Mais là, on a fait une landing page vraiment complète qui donne toute la valeur du boilerplate, ce qui montre vraiment à quel point il est intéressant, avec Ouais. notamment aussi un boilerplate d'exemple sur lequel on Hmm. pourra simplement cliquer et voir directement en live comment fonctionne le boilerplate et ce que ça apporte. Comme tu le dis si bien à chaque fois, show, don't tell, et c'est justement ce qu'on a mis en place, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est la partie marketing qu'on a vraiment améliorée. Parce que de base, donc moi j'avais juste fait une espèce de héros section où pour un marketeur ça serait plutôt une lead section. Grosso modo, on a juste le titre, le sous-titre, donc la headline, la sous-headline, et une VSL, donc une vidéo de vente pour présenter le produit. Ce qui fait que forcément, même si le produit était très bon, c'est-à-dire qu'on avait un très bon boilerplate à proposer aux gens, il y avait peu de gens qui étaient convaincus. Alors il y en a eu quand même, hein, parce que Charles nous a rejoint, on a une dizaine de personnes qui nous ont rejoints, mais c'est vrai que c'était clairement améliorable. Je l'ai sorti parce qu'il fallait le sortir rapidement, donc j'ai pas passé trop de temps là-dessus, mais là, Charles, il a intégré la nouvelle version de la page de vente qui est totalement C'est insane. ça. Je vous laisse aller voir bah, du coup en description, ça sera disponible. Et vous pouvez vous amuser justement à sélectionner les différents thèmes. Vous pouvez, comme il l'a dit, aller voir les composants directement sur l'app qui est live. Donc bah voilà, le principe marketing show don't tell qui veut dire montre, ne dis pas. Et grosso modo, on va pas vous dire ok c'est trop cool, blablabla. Non, on vous montre et ça sera à vous de faire votre avis, quoi. Et puis après, qu'est-ce qu'on a rajouté? Notamment bah, l'affiliation dans le boilerplate. C'est-à-dire que Mmh. pour les gens qui veulent faire des SaaS, il y a directement tout ça un système d'affiliation géré par Lemon Squeezie qu'on a mis Mmh. facilement en place où dès qu'on utilise un lien référal, on peut directement avoir son affiliation de gérer pour tous les SaaS qu'on va créer et tout. Donc c'est vraiment Mmh. parfait. Ça facilite tout cet aspect-là. On a aussi rajouté un système de désabonnement un peu dark pattern pour éviter le churn et donc pousser les gens à rester abonnés plus longtemps ou sans pour autant être dark pattern, simplement récupérer des datas de pourquoi les gens se désabonnent et notamment bah, les raisons du désabonnement qui sont vraiment essentielles pour pouvoir améliorer le produit par la suite. Ouais, c'est ça. Donc ouais, on a fait le choix de rajouter ce truc-là parce qu'on estime que dans un SaaS, c'est hyper important de réduire le churn et c'est aussi hyper important d'avoir des datas.
Donc en fait, le fait de rajouter un flow de désabonnements dans lequel on pose des questions, bah, ça rajoute de la friction, donc ça pousse les utilisateurs à moins se désabonner, donc à réduire le churn. Le churn, c'est le taux en pourcentage de désabonnement chaque mois. Et ça pousse aussi à récupérer de la data. Okay, donc c'est le petit formulaire classique quand on veut se désabonner. Pourquoi tu désabonnes? Je veux pas dire, parce que c'est trop cher, blablabla. Et nous, ça nous donne des informations primordiales. Alors je sais pas toi, mais moi sur ces formulaires-là, je réponds toujours au pif. Je vais hyper vite, je fais ouais, je m'en fous. Allez, Non, non, moi pour le coup, je donne vraiment toujours la raison parce que je me ok. dis qu'à ce moment-là, la personne qui va voir les datas va vraiment pouvoir derrière améliorer le Mmh. produit ou peut-être modifier les prix ou proposer des réductions, etc. Et du coup, je me dis que Mmh. c'est vraiment essentiel. Si ça a été mis en place, c'est qu'il y a vraiment une raison et que les personnes vont faire l'effort de regarder ces données-là. Et du coup, répondre au hasard, des fois, ça peut un peu être se tirer une balle dans le pied parce que tu dis ouais, j'ai quitté le truc, mais il y avait peut-être une raison pour laquelle je l'ai quitté, quoi. Ouais. Moi non, je suis le connard, je pense. Je fais quittez, laisse-moi partir, laisse-moi partir C'est parce que ça. je sais que j'ai pas de temps. Mais j'espère que ceux qui utiliseront nos SaaS vont pas faire ça, les gars. Faites pas ça. Et d'ailleurs, j'en profite. Hop, petit coup de youtubeur. Qu'est-ce que vous faites vous? Dites-moi en commentaire. Enfin, c'est pas du tout pour l'algorithme. C'est vraiment, ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous faites. Est-ce que vous cliquez au pif ou est-ce que vous mettez la vraie info? Mais pour le coup, ça m'intéresse vraiment parce que moi, j'ai l'impression que tout le monde fait ça, mais peut-être que c'est un biais que j'ai parce que je le fais. J'ai l'impression que tout le monde répond au pif alors que pas du tout. C'est ça. Donc ouais, on a sorti pas mal de features. Ça travaillé à peu près 25 heures par semaine, mais je pense que t'as fait plus en vrai. Ouais, je pense que j'ai fait beaucoup plus parce qu'au final, on avait dit Ok. que je bosserais 4 jours Mm, par semaine. Au final, je bossais 5 à 6 jours, même des fois les week-ends. mm, Donc oui, au final, j'ai pas compté mon temps et c'était vraiment un plaisir de bosser dessus et de voir les nouvelles fonctionnalités qu'on rajoutait. Donc c'était cool. mm. Ouais, parce que pour expliquer un petit peu, donc moi là dernièrement, j'ai beaucoup plus de mal à développer. J'ai eu des problèmes un peu personnels, etc. Et donc en fait, c'est un peu tombé au bon moment, on va dire. Un gars chaud en tech et tout avec qui on s'entend bien, donc c'était l'opportunité. En fait, peut-être que ça presque, j'aurais pas fait en fait si j'allais bien, ça se trouve, et donc ça a été une autre opportunité. Donc on a travaillé sur un comparable kit, on a vu qu'on arrivait à collaborer ensemble, etc. Et là, on va même se lancer dans une nouvelle aventure, MiniaMaker.i, qui est un SaaS qui va permettre l'automatisation de miniatures. Donc là, on va voir, on a déjà commencé à organiser le partage des pourcentages, le rôle de chacun. Dites-nous si ça vous intéresse qu'on en parle, peut-être que ou moi que j'en parle, si Charles ne veut pas forcément être là, mais sur une autre vidéo, comment on s'organise là-dessus. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours de la friction quand on se met en équipe, il faut savoir communiquer, etc. Comme dans C'est une ça. relation de couple, quoi, finalement. Et C'est un c'est peu le même toujours principe. intéressant aussi de voir comment les tâches sont réparties, comment les pourcentages sont répartis, comment l'investissement aussi dans le travail est réparti, etc. C'est vraiment Hmm. intéressant d'aborder ces sujets-là parce que souvent c'est tabou, alors qu'au final, bah, c'est très intéressant et bah, plus c'est tabou, moins les gens savent comment faire et de pouvoir en parler librement, c'est aussi très intéressant, quoi. Tu penses que là, genre les gens qui regardent, ils seraient en mode ok, je veux grave savoir comment vous avez fait et tout, genre ça serait un sujet primordial? C'est vraiment pour Bah, parler, moi, hein. quand j'écoute certains podcasts et Mm. qu'ils abordent des sujets comme ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que Mm. j'ai justement cette idée-là de vouloir créer des équipes ou de bosser de cette manière-là. Donc oui, effectivement, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, ouais. Ok. Bah les gars, restez parce qu'après on va vous donner les pourcentages qu'on a décidé de se partager chacun et comment on a fait ce choix-là. Donc restez juste après. On va finir quand même la partie sur un comparable kit, mais après on vous dit tout sans filtre. Donc ouais, là après donc on a sorti la V2, donc la vidéo est disponible en description si jamais on l'avait pas encore dit. Et donc là, on va mettre en place une stratégie marketing qui commence déjà par amélioration de la landing page. Hop, ça c'est C'est checké, ça. c'est validé. Système de prix qui est plus du tout le même qu'avant. Donc on avait mis de l'urgence avant en disant ok attention, il y aura que 10 places, blablabla. Maintenant le but c'est de faire un système de paquet. Donc il y a 10 Ouais, places pour enfin, de 200. prix par abonnement, comme un abonnement, enfin un prix variable et évolutif en fonction du nombre de places pour avantager les early birds et dire Mmh. aux autres, bah payez le prix fort parce que vous avez pas été là pour soutenir très tôt le projet, quoi. Ouais, exactement. Donc ça, c'est le deuxième truc qu'on va mettre en place. On va voir, parce que ça a été jamais vraiment fait sur un boilerplate. Donc on va voir si c'est efficace ou pas, si ça va vous motiver, vous, à passer à l'action plus que si on met un faux truc en mode, oh là, vite, 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 il reste plus qu'une heure, alors que Perso, tout je le monde trouve sait que que c'est c'est faux. vraiment intéressant comme pricing parce que ça donne à la fois une notion d'urgence et à la fois ça apporte vraiment de plus en plus de valeur à ton projet parce que ça montre que les gens qui s'y sont lancés au tout début ont cru en ton projet et qui, plus du coup ton projet évolue, plus il va valoir cher
et ça va être quelque chose de rare en fait. Ouais, totalement, totalement. Voilà. Donc là, pour la partie marketing, on a mis ces deux trucs. Moi, ce que je voulais faire aussi, c'est faire du retargeting. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le retargeting, toi, tu sais, Charles, ce que c'est du retargeting Pas d'ailleurs? du tout. Ok, donc retargeting, grosso modo, c'est hyper intéressant. Regarde bien parce que c'est hyper intéressant. Ne quitte pas la vidéo parce que je te parle de retargeting, c'est un mot que tu connais pas. Grosso modo, le retargeting, c'est le fait de faire de la pub uniquement sur des gens qui sont déjà intéressés par ton offre. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un script que te donne Meta, donc que donne Facebook, grosso modo, qui est un truc où tu peux faire de la pub, Meta, et tu vas le mettre sur ton site et ça va récupérer toutes les données. Donc, quand quelqu'un va venir sur ton site, on va le savoir. Quand quelqu'un va payer sur ton site, on va le savoir. Et donc, on va récupérer toutes ces données pendant un certain temps. Et après, on va lancer une campagne, ce qu'on appelle de retargeting. Et le but, ça va être de recibler, d'aller refaire de la pub en face des gens qui sont déjà venus sur la page et qui sont restés assez longtemps, qui ont semblé, avec certains événements, certains signaux, être vraiment intéressés. Et ça permet vraiment d'avoir un très bon ROIA, c'est un retour sur investissement en pub. D'habitude, en pub, c'est assez dur, il faut avoir des compétences, etc. Bon, ça tend à être de moins en moins vrai avec l'IA, mais c'est dur d'avoir un très bon ratio. Souvent, tu vas avoir des ratios comme tu mets D'accord. 1 euro dans la machine, t'en ressors 2 euros. Avec le retargeting, tu peux vraiment avoir des trucs abusés. Genre, tu mets 1 euro, t'en ressors 10 euros. Parce qu'en fait, tu vises des gens qui sont déjà éduqués, qui sont déjà hyper intéressés par ton projet. Donc ça, c'est hyper cool. On Ouais. va mettre ça en place. Alors, j'ai eu des petits problèmes avec Meta, je vais peut-être me faire bannir. Donc, on va voir si on peut mettre ça très rapidement. Mais grosso modo, on va mettre ça en place, du retargeting qui va nous permettre d'augmenter les gains d'un comparable kit. Ce D'autant qu'on va plus mettre... que ça peut aussi avoir un très bon impact dans le fait que tu utilises, enfin que tu as un écosystème et que du coup, si les gens sont intéressés par un de tes produits, ils seront probablement intéressés par les autres produits que tu proposes. Parce que du coup, ce sera les mêmes personnes que tu vas cibler. Ouais, c'est ça, exactement. Donc oui, il pourrait y avoir du cross retargeting. C'est Donc il y a ça. aussi un truc qu'on va faire, ouais, donc c'est du cross-selling. Donc là, j'ai pas encore mis en place, je suis en train d'y réfléchir à ce qu'on va mettre, mais grosso modo, quand quelqu'un achète un comparable kit, il faut absolument qu'il soit redirigé vers un autre produit. On peut pas, ça c'est un conseil que je vous donne, vous qui regardez l'émission, on peut pas en fait, à un endroit où il y a du trafic, ne pas vendre un truc. Genre s'il y a des gens qui ont acheté un truc, c'est tes meilleurs clients. Moi, j'ai deux produits donc qui sont en comparable kit et Sassy Rose actuellement qui sont pas reliés à mon temps. Et il y a beaucoup de gens qui ont acheté un comparable kit, qui ont acheté derrière Sassy Rose parce que tes clients sont tes meilleurs clients. Genre, je répète, tes clients sont tes meilleurs clients. C'est-à-dire que tu leur vends un truc, tu peux leur en vendre deux, tu peux leur en vendre trois. C'est Parce que ça. c'est tes premiers fans, quoi. C'est les premiers qui vont jeter Ils ont sur tes déjà fait offres. confiance une fois en toi et du coup, ils peuvent refaire confiance en toi parce que tu leur as montré que tu valais le coup, quoi, en fait. Exactement. Et là, en fait, la stratégie, c'est quand tu fais du cross-selling, donc quand tu vends une offre à partir d'une autre offre, c'est de le faire au moment où le gars a déjà acheté. Pourquoi? Parce que le gars, imaginons, il vient d'acheter un comparable kit, boum, on lui met ce qu'on appelle une thank you page, donc c'est une page de remerciement sur laquelle il est redirigé après l'achat. Il y en a, ils mettent rien, ils mettent bah, merci, bonne journée. Mais il faut pas, parce que le gars, il vient d'acheter un truc, genre il est carte en main, il a sa carte, il vient de chauffer, il a de la dopamine, son cerveau est excité parce qu'il vient d'acheter un truc, etc. C'est le meilleur moyen, là, c'est le meilleur moment pour revendre autre chose. Donc il faut mettre quelque chose sur cette page de remerciement. Et souvent le mieux, c'est de mettre quelque chose qui est 5 à 10 fois moins cher. Pourquoi? Parce que si tu as acheté un truc à 200 euros, si on te propose un truc à 20 euros, tu vas dire, bah, pour 20 euros de plus, c'est rien, go l'acheter. Donc en fait, c'est vraiment ça qui est intéressant et on va réfléchir à comment rajouter du coup une LTV, augmenter la LTV, donc là, long time value, la valeur moyenne d'un client, donc combien te rapporte en moyenne un client, en rajoutant des petits produits comme ça, et ça on peut le faire à l'infini. C'est-à-dire que actuellement un gars achète un comparable kit, boum, on lui propose un autre produit, je sais pas, à 40 euros, boum, on lui propose un autre produit à 7 euros, c'est tout à fait possible. Ouais. Donc ça c'est troisième chose. Là c'est un peu plus moi qui parle parce que c'est plus moi du coup qui m'occupe de la partie marketing. Donc ça c'est autre chose qu'on va faire. Autre chose qu'on va peut-être faire, c'est sortir d'autres versions, sortir des versions Adonis.js, Ouais. pourquoi pas, ou Vue.js. D'ailleurs, je suis à la recherche d'un développeur Vue.js, donc si vous êtes développeur Vue.js et que vous voulez qu'on fasse le boilerplate incomparable kit en Vue.js, mettez un commentaire et je viendrai vous contacter directement. Mais donc, Charles, toi, t'adores Adonis.js et est-ce que t'es en train de cookie quelque chose là? Bah, c'est ça. Moi, du coup, depuis que j'ai testé le boilerplate, je me suis dit, bah, franchement, c'est vraiment un gain de temps de fou dans les habitudes de travail, etc. et dans le dev. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas ça dans la technologie, dans ma technologie préférée, qui est Adonis.js. C'est un framework développé par quatre mecs qui essayent de révolutionner un peu le domaine du back-end. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose sur cette technologie et le faire pour moi-même. Déjà dans un premier temps pour voir et gagner du temps au quotidien
en ayant un système d'hôtes, un système de pricing, de subscription, etc. Tout ce qu'on peut retrouver dans un boilerplate de base au final, et le proposer du coup sur un peu toutes les technologies différentes. Et du coup, je me suis lancé dans la création, pareil, d'un design system, de mon boilerplate en Adonis. Et franchement, pour le moment, ça se passe très bien. Je gère tout l'aspect tech de mon côté parce que c'est vraiment moi qui aime bosser sur la tech. Et après, quand j'aurai quelque chose de viable, je proposerai à Yanis qu'on bosse le marketing dessus et qu'on lance peut-être la chose pour voir si des clients sont intéressés. Et, voilà. Ouais, c'est ça. Donc la strat, c'est de retrouver un peu cette même synergie entre Charles qui s'occupe du produit de la tech et moi qui va plutôt m'occuper de la communication autour du produit. À savoir que ce qui est cool, c'est que quand même, je suis de base un expert tech, quoi. Donc je peux très bien du jour au lendemain me C'est commencer à ça. développer aussi. T'as C'est quand ça même qui est des pratique. connaissances dans ce domaine, ouais. Et le but, c'est aussi, moi, à travers le fait d'évoluer sur le marketing, d'acquisition client, d'en apprendre aussi à Charles pour qu'il développe ses compétences à ce niveau-là, C'est même si ça. c'est pas ce qui l'intéresse le plus, c'est toujours intéressant d'apprendre. C'est toujours intéressant aussi d'avoir un pied dans les deux domaines pour aussi permettre de comprendre vraiment les deux aspects de la chose et du coup pouvoir s'entraider et pas juste simplement avancer de son côté et se rendre compte que des fois on n'est pas aligné parce qu'on n'a pas eu les mêmes idées, quoi. C'est vraiment Ouais, important de se totalement. comprendre. Totalement. Donc ça, voilà, c'est pour la partie un peu incomparable kit. Ce qu'on va mettre aussi en place, c'est de l'affiliation. Donc maintenant, les gens qui achètent un comparable kit pourront proposer à d'autres personnes de l'acheter également. Jusqu'à maintenant, c'était pas vraiment disponible. Je crois qu'on c'est à peu près tout. Donc on va mettre tout ça en Ouais. place au niveau du marketing et déjà on devrait avoir plus de ventes. Le but, ça va être aussi d'apporter plus de trafic, donc plus de visibilité sur les offres. Pour l'instant, j'ai 1000 abonnés sur YouTube. Là, je suis en train de préparer de gros concepts pour amener plus de gens à voir ma chaîne, donc plus de gens à voir le boilerplate, et donc plus de gens à acheter forcément. Tout ça devrait faire qu'on devrait augmenter les gains. Pour l'instant, on est à 15 personnes qui ont acheté, je crois, si j'ai pas de conneries. Ouais, à peu près quelque chose dans le genre, ouais. Ouais, on est autour de 15 personnes qui ont acheté. Le boilerplate est à 200 euros. Donc, on doit être autour de un peu moins de 3000 euros de bénéfices depuis le début. Je pense un peu moins. Donc, voilà pour les chiffres. Maintenant, j'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de ton expérience chez Fig.io. Donc, déjà, Ouais. pour ceux qui connaissent pas Fig.io, est-ce que tu peux présenter un peu l'équipe? Bah déjà, Fig, c'est une team de 4 mecs qui bossent ensemble depuis vraiment pas mal d'années. Ça fait 5 ou 6 ans, je crois, qu'ils bossent ensemble. Ils bossaient déjà, enfin, ils se connaissaient déjà au travers des études. Et du coup, il y a 2 développeurs, un designer et un gars qui s'occupe de la communication et du marketing, du growth en soi, tout cet ensemble-là. Et franchement, à 4, ils gèrent des projets vraiment de fou, des fois même titanesques et ils arrivent à ship de la qualité à chaque fois. Franchement, c'est des mecs qui sont vraiment dingues et du coup, ils tiennent un product studio mais en parallèle, ils font aussi pas mal de services. Et moi, du coup, je les ai rejoints sur une grosse mission de service qu'ils avaient parce que c'était compliqué de gérer ça vraiment que à 4. Ils avaient aussi 2 autres développeurs en freelance avec qui j'ai pu bosser et on a dû créer toute une plateforme qui est un OnlyFans-like euh, pour permettre à des agences de gérer des modèles, etc. Et du coup, c'était très intéressant parce qu'on a créé un réseau social en fait, à part entière. Voilà. Ouais. Et ça, c'est un truc intéressant aussi que je voulais te demander. C'est quoi la différence entre une agence et un product studio? Une agence, je dirais que c'est quelque chose qui tend plus à faire du service pour des clients et Mhm. qui cherche vraiment ouais, vraiment à répondre à des besoins clients, alors qu'un product studio, ça va être une agence techniquement, mais qui va chercher à faire des outils ou des SaaS pour après aller toucher des clients ou une même cible. Vraiment, ils vont créer, leur but, ça va être que de créer des SaaS, des SaaS, des SaaS, des outils pour faciliter la vie d'une cible particulière et que de leur proposer des produits à chaque fois. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'ils cherchent absolument à se détacher de l'aspect service, parce que ce qui les intéresse, c'est de créer du SaaS et pas de faire du service et de répondre à des besoins clients qui sont des fois totalement opposés. Voilà. Ok, parce que moi je me suis toujours
demander c'est quoi la vraie distinction entre agence et product studio, pardon. Et moi, j'étais arrivé à la conclusion que agence, c'était quelqu'un qui délivrait des services, c'est tout. Ouais. Et pas d'autres rôles. Et product studio, c'est vraiment une équipe qui s'occupe de tout et qui s'occupe aussi de chiffre. Enfin, je vois un petit peu la philosophie en fait de Fig.io. Et product studio, ça englobe plus de choses. En fait, ça sort des produits là où agence, on te dit de faire quelque chose, tu le fais un peu plus comme un freelance. Ouais, voilà, Quoi. c'est ça. Ouais, dans l'idée, moi, je vois ça aussi comme ça. C'est vraiment l'agence, c'est t'as quelqu'un qui a un besoin, tu réponds à son besoin, tu passes au suivant. Alors Ouais. que le product studio, c'est tu crées tes produits et après tu les proposes comme une usine qui va créer des produits, etc. Et les proposer sur le marché, quoi, en fait. Ok, ok. Intéressant. Bah, dites-nous, parce que franchement, je trouve que c'est, même on a une réponse, mais je sais pas si c'est vraiment Ouais, ça la réponse. J'ai un petit doute. Donc, c'est intéressant. Et à chaque fois, je vois Product Studio, je vois l'agence, je me dis, putain, mais c'est quoi la vraie différence entre les c'est deux? ça. Est-ce que je me dis, là, donc moi, j'ai une agence qui s'appelle l'agence incomparable. Est-ce qu'il faudrait que je me renomme Product Studio incomparable? Je sais pas, parce que on Est-ce en que faisait tu ça. deviens un product studio? Est-ce que tu restes sur le service? Est-ce que tu fais les deux? Bah, Est-ce en que t'es une fait, agence et un product studio? bah, le truc, c'est que je vais faire du service et je vais lancer mes propres SaaS. Ça, c'est sûr et certain. Et en plus, quand je fais de la prestat de service, je fais pas mal de choses. Je fais pas juste un truc. Donc, j'ai l'impression que je devrais pas m'appeler l'agence incomparable, mais le product studio incomparable. Et donc, on verra. Peut-être que je me renommerai si on me On donne la verra. réponse, mais pour l'instant, Après, on ça va dépend rester sur aussi l'agence. des objectifs et de ce que tu veux en faire après pour, par la suite et tout. On verra ce que ça donne, hein. Ouais, clairement. Qu'est-ce que tu as remarqué? Donc, Fi.io, 700 000 euros de CA, ils l'ont partagé hein, Ouais, publiquement, c'est pour ça que je me permets de le dire. À l'année, donc c'est assez huge. Bon, après, ils sont quatre, ils ont pris les freelances, etc. Donc, il faut relativiser le nombre, c'est pas dans leur poche, hein, évidemment. Surtout qu'ils sont en France, donc ouais. les pauvres. Mais toi, qu'est-ce que tu as remarqué de positif et de négatif en travaillant justement au sein de l'équipe? Et après, moi, je donnerai mon avis, parce que j'ai aussi été client chez eux. Donc, Ouais, du coup, on a vraiment les deux aspects. Bah, du coup, en bossant avec eux, c'était vraiment ultra intéressant parce qu'ils ont une organisation de fou. Ils ont une très très bonne ambiance dans l'équipe. À chaque fois, on s'entendait très très bien. Et l'organisation générale était clean. Et on avait des objectifs précis. Et quand on faisait les choses, c'était carré direct. Il n'y avait pas de chichi. Et dès qu'il y avait un problème, on se prenait pas la tête à savoir qui était le fautif. C'était juste, on corrige le problème et on fera en sorte que ça arrive plus. C'est tout. Donc franchement à ce niveau-là c'était vraiment cool. Après peut-être petit point négatif c'était quand à un moment ils ont dû faire un off-site. Moi j'avais pas été prévenu qu'ils allaient faire un off-site et du coup je comprenais pas pourquoi du jour au lendemain il y avait beaucoup moins de communication avec notamment Ludovic qui était le tech lead et du coup j'ai pas compris à ce moment-là pourquoi il y avait moins de communication mais après il me l'a expliqué, il m'a dit ouais on était en off-site et c'est pour ça qu'on n'était pas dispo. Ouais, parce que off-site, du coup, pour ceux qui nous regardent, c'est genre ils vont dans un Airbnb, un logement, Ouais donc les quatre gars de la team, les quatre associés, et ils travaillent en fait pendant c'est une ça. semaine ensemble parce qu'ils habitent pas au même endroit. Et là, ils en profitent pour faire vraiment lancer des SaaS ensemble, fixer des objectifs, gamifier presque un peu en fait la semaine qu'ils vont passer ensemble, créer des podcasts, créer du contenu, faire pas mal Ouais. de choses. Et donc ouais, ils étaient moins disponibles en fait Et forcément à ce c'est se moment-là. retrouver aussi tous ensemble pour se motiver à fond, se donner de la force et se donner des objectifs précis à la fin de la semaine et quantifiables. Comme ça, vraiment, à la fin de la semaine, tu peux dire, bon, on a réussi à faire ça, on a réussi à sortir ce sas, on a réussi à sortir cette V2, etc. Et du coup, Mm. ça donne vraiment de la force à fond, quoi, pour atteindre des objectifs. Ouais, carrément. Bah oui, sur la c'est quoi comment tu crées une offre, l'offre de l'Alex Hormozy, l'offre irrésistible, il faut que le temps soit le plus court possible pour que la motivation soit la plus haute possible et donc là ça respecte bien ça parce Ouais. qu'on est sur une semaine donc quand tu te dis ok ça va durer qu'une semaine il faut que je me donne vraiment à fond sur cette semaine en plus ça arrive pas tout le temps etc donc il y a des objectifs clairs donc effectivement ça doit bien motiver ça sera un truc vraiment cool à faire. Ouais. Donc là, justement, nous, on est inspiré par la teamfig.io. On trouve ça beau, ce qu'ils nous font là. C'est joli. Ils font des podcasts, ils vont dans des Airbnb. Ils invitent des prostituées. Enfin, ça, j'ai pas le droit de le dire, pardon. Mais ils invitent des femmes à poil. Enfin, j'avais pas le droit de le dire, j'ai pas le droit de le dire. La Non, je rigole, dinguerie. évidemment, c'est une blague. Je rigole. Donc c'est vraiment très cool et nous on a vraiment envie de s'inspirer de ce système-là parce qu'on trouve que c'est une belle façon de faire, de travailler en équipe, d'avoir chacun des rôles définis. Et puis franchement leur team, comme il l'a dit, a l'air très très sympathique. Moi j'ai déjà discuté avec François qui est très très cool. Ouais. Toi justement qui a travaillé que etc. Ça serait quoi ta vision long terme? Comment tu verrais? Est-ce que tu ferais exactement comme eux, genre ta vision sur le long terme?
Bah, moi, franchement, dans l'idée, j'aimerais bien faire comme eux, ouais, parce que j'aime beaucoup l'idée d'être une team et d'avoir des rôles, on va dire plus ou moins séparés, même s'ils touchent au final un peu tous à la tech, un peu tous, au design, au marketing. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ils s'entendent tous et ils ont la même vision des choses, donc ils peuvent vraiment avancer ensemble, tout en ayant différents points de vue, parce que, bah, vu qu'ils sont plusieurs, ils peuvent réfléchir à plusieurs sur un même problème et donc avoir, des idées qu'ils auraient pas forcément eues tout seuls et donc je trouve ça beaucoup mieux que d'être un freelance tout seul, qui va essayer de se construire et de bosser des fois peut-être avec, un designer, que le client aura embauché avec lui, enfin, je trouve que ça donne une meilleure synergie vraiment d'être tous Ouais. ensemble et de bosser au Mhm. quotidien et ça permet aussi après des fois, bah, eux aussi, cherchent à avoir une stack, technique toujours pareille pour, avoir les mêmes habitudes et toujours pouvoir envoyer la même qualité à leurs clients ou, sur leurs produits qu'ils créent et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est un gain de temps et c'est des habitudes que tu crées dans le travail, quoi. C'est vrai qu'en fait, on se rapproche beaucoup d'eux avec la stratégie que j'ai mis en place, moi, dans un premier temps de mon côté. C'est qu'eux, ils Ouais, font un boilerplate pour permettre à leur agence de sortir des SaaS plus vite. On a fait un boilerplate aussi de notre côté pour sortir des SaaS plus vite au c'est sein de ça. l'agence. Le but à terme, c'est quand même d'être une équipe un peu où on lance plusieurs SaaS, etc. C'est aussi le but. Donc finalement, on va être un peu des adversaires, je pense, de la team Fig.io. On va les affronter avec nos épées. On va voir ce que ça donne. Mais déjà, franchement, ils sont bien partis. Mais il faut pas nous sous-estimer. On Et va ça va, chip aussi, on va chip. on est quand même sur un gros marché donc, en termes de concurrence, ça devrait aller, on devrait pas se Oui, marcher, sur les pieds. non, bien sûr, oui, quand je disais concu, c'est plus en mode, tu vois, Bah, pour se tirer compétition la bourre, positive. pour se pousser vers le haut, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Ok, et toi, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres personnes qui vont partir sur ce modèle un peu? Quand je dis ce modèle, c'est genre faire de la presta, mais aussi faire des SaaS et vraiment plus dépendre uniquement du freelancing, de la prestation de service, d'être une agence, mais aussi essayer de sortir ses propres produits et faire finalement un petit mix des deux, quoi. Bah, quand je vois à quel point les gens, travaillent sur des side projects de leur côté et souvent se disent: «Bah, tiens, au final, c'est un side project vraiment intéressant, je pourrais le commercialiser». Les freelances font déjà en grande partie ça, sachant qu'en plus le marché de la tech en ce moment est pas mal tendu parce que les entreprises ont pas forcément d'argent à investir. Je me dis que ouais, se lancer sur des side projects et des SaaS que tu peux lancer pour te faire un revenu passif, enfin plus ou moins passif parce que faut quand même bosser dessus. Je me dis que ça peut être vraiment une bonne chose et que ça peut, aussi tendre les gens vers plus d'entrepreneuriat, sachant que déjà quand on est freelance, ben, on est de base auto-entrepreneur, hein, et donc on va avoir, cette tendance à vouloir créer des choses par nous-mêmes et le service c'est intéressant, mais on répond toujours à la même problématique du client et de scale dans ce domaine, c'est vraiment difficile parce qu'au final, on se retrouve toujours à devoir bosser avec beaucoup d'équipes ou beaucoup de personnes pour, arriver à des gros, chiffres alors qu'au final, tu fais un SaaS qui perce bien et tu fais une exit, propre derrière, bah, derrière, tu t'es mis très, très bien et tu te régales, par la suite, quoi. Ouais. Et là, c'est ce qu'on va faire, les gars, avec miniamaker.i. Il faut suivre l'aventure sur la vidéo Building Public parce que là, jusqu'à maintenant, j'étais tout seul, mais tu m'as rejoint il y a peu, donc normalement, c'est pas encore sûr, mais c'est plus ou moins sûr, on va bosser ensemble sur Ouais. miniamaker.i. On va ship donc ce SaaS là et on a pour objectif de faire, franchement, si on parle du premier mois, donc bien sûr par la suite ce sera plus, mais 500 euros de MRR sur le premier mois et ça va aller très très vite, les choses vont s'enchaîner. Donc suivez l'aventure Building Public qui sera sur la chaîne également. Ouais. Donc j'aimerais qu'on revienne, dernier sujet, sur le partage des parts, ce qui vous intrigue, la thune. Pour faire comment on a fait, donc moi, grosso modo, j'y ai réfléchi de mon côté en amont. J'ai Ouais. discuté avec ChatGPT, je l'avais déjà fait aussi, donc j'avais déjà fait une collab sur mon SaaS aimant à client. Et ce que j'avais fait sur mon SaaS aimant à client, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait des vidéos sur des vidéos sur le sujet sur ma chaîne. On avait fait un système où le partage des parts serait effectif à partir de 500 euros de revenus pour éviter de créer une structure avant qu'il y ait des revenus parce que c'est chronophage, c'est énergivore. C'est complexe et Et cetera, ouais. ouais, donc dans un premier temps, en fait, on va déclarer les revenus sur mon auto-entreprise. Donc tout l'argent en fait qui va être généré de toute façon par la SaaS, on va le réinvestir. Et pour le partage des parts, ce qui s'est passé, c'est qu'on a calculé la valeur que chacun apportait en fait sur le SaaS
À quel point finalement quelqu'un peut être remplacé ou non, à quel point la réussite dépend d'une personne ou non. Donc franchement, c'est pas une valeur sûre, mais on est Ouais. parti sur 73 20 27, 73 ouais. 27. Donc 73 pour moi, 27 pour toi. Donc c'est surtout dû au fait que moi j'apporte l'idée, j'apporte la stratégie, j'apporte les premiers clients. Donc j'apporte des choses qui sont primordiales en fait pour la réussite du projet. C'est Là ça. où le tech va apporter son temps et ses compétences, mais ça participe moins dans un sens à la réussite du projet parce que ça a moins de valeur. Ça va être beaucoup plus dur de trouver quelqu'un qui apporte des clients et qui assure la réussite d'un C'est ça, projet. alors qu'au final, un tech, comme tu me le disais, ça peut se remplacer facilement, surtout qu'en plus, là, du coup, au début, tu veux le faire en no-code. Du coup, réellement, oui, c'est facilement remplaçable. Même toi, à ce moment-là, tu aurais pu t'en occuper, c'était ce que tu voulais faire au début, mais comme tu m'as dit, tu voulais pas t'occuper de la partie tech, tu voulais vraiment te focaliser sur le marketing. Et puis là aussi, toi, ce que tu apportes et que moi, j'apporte pas, vu que je ne crée pas de contenu, je ne peux pas, enfin, je n'ai pas de réputation sur les réseaux, etc. Donc, je peux faire un post sur LinkedIn en parlant de MiniaMaker.ai. Personne n'en aura rien à secouer, alors que toi, tu peux faire quelque chose déjà dans ce domaine. Tu as déjà du réseau dans ce domaine-là. Tu as aussi des gens à qui déjà aller en parler et avec qui faire de l'affiliation potentiellement. Et du coup, bah évidemment, tu vas avoir beaucoup plus de potentiel pour ramener des clients que moi j'en aurais de mon côté juste en faisant la partie tech, ouais, effectivement. Ouais, parce que ça, vous le verrez dans Building Public, mais grosso modo, moi, j'ai déjà avancé, en fait, avant de proposer à Charles la collab. Donc, je sais déjà que j'ai des personnes qui sont intéressées. Je sais déjà comment on va créer le produit. J'ai la stratégie qui est en tête grâce à la formation SaaS Heroes. Allez voir en commentaire. Mais grosso modo, oui, j'ai une formation où j'aide les gens à sortir des SaaS. Donc, forcément, j'ai juste eu à suivre les différentes étapes de la formation pour créer une belle Ouais. stratégie, etc. Avec forcément mes compétences et l'entourage que j'ai. Et pour le coup, je Et, suis en train de la suivre et elle est vraiment très intéressante. Enfin, j'apprends beaucoup de choses, notamment sur le marketing, etc. Vraiment différentes techniques, ou ne serait-ce que pour savoir quelles sont les bonnes idées et quelles sont les idées complètement foireuses qu'il faut éviter dès le début. Bah, c'est déjà vraiment une bonne chose. Et moi qui du coup voulais créer pas mal de SaaS, bah déjà il y a pas mal d'idées qui ont été évincées parce que c'est pas viable ou parce que c'est trop compliqué de se lancer dans un SaaS aussi conséquent dès le début. Et voilà. Donc ouais, vraiment, je recommande la formation. Ouais, bah j'ai pas mal de développeurs, hein. Je vois, ils viennent avec des idées mais totalement farfelues. Et c'est le plus gros problème des développeurs, c'est de développer des projets pendant 6 mois qui font aucun argent. Et je le répète une nouvelle fois, même si je l'ai déjà dit plein de fois, ce n'est pas normal de sortir un projet qui ne fasse pas d'argent. Genre, quand tu commences la première ligne de code, tu dois être certain, littéralement, tu dois être certain de faire de l'argent avec ton projet. Sinon, bah tu t'es paumé, je sais pas ce que tu fais, mais C'est tu ne fais pas ça. la bonne chose. Et justement, Sassiros te permet de garantir que chaque projet que tu as lancé va faire de l'argent grâce aux bonnes compétences, en fait, littéralement. Bah, dans l'idée, En c'est développement. soit tu fais un projet juste pour toi, et à ce moment-là, tu t'en fous que ça génère de l'argent ou pas, mais il faut quand même que ça te fasse gagner du temps, sinon c'est juste bizarre de faire un projet complet et que ça fasse pas gagner de temps ou que ça apporte pas de valeur. Mais après, sinon, ce qui est intéressant, c'est ouais, de se soucier avant toute chose que tu aies des clients et que tu sois sûr d'avoir un produit qui fit ton marché, d'avoir le product market fit, quoi. Vraiment. C'est quelque chose de très important. Ouais, clairement. Clairement. C'est une compétence, hein. C'est comme développer, ça prend du temps à apprendre. Le marketing et acquisition, c'est pareil. Ouais. Et Sassiros vient, en fait, vous donner un raccourci pour tout apprendre d'un coup et on vous accompagne main dans la main avec des agents GPT, des ressources, etc. Donc voilà, nous, on a fait le partage comme ça. Donc Charles va s'occuper du produit de la tech. Donc c'est lui qui est responsable de ce pôle-là. Donc tout ce qui concerne l'amélioration du produit, les mises à jour, le développement de la plateforme, blablabla, c'est Les lui. feedbacks aussi, Moi, ouais. les ouais, retour des feedbacks, etc. Mais je t'en donnerai aussi parce que c'est moi qui vais Ouais. être plutôt en contact avec les personnes. Et moi, c'est toute la partie vision, stratégie marketing, acquisition client, relations avec les clients, etc. C'est moi qui vais m'en occuper. Donc, vous pourrez suivre ça de toute façon en full building public. Mais déjà, on vous a partagé là pas mal de choses. J'espère que ça vous aide un peu à avoir une vision. Peut-être ça peut être un truc un peu flou quand on s'y connaît pas. En vrai, il y a rien de magie. C'est genre jusqu'à 500 Ouais. euros d'éméraire, on déclare les revenus sur mon auto-entreprise et on réinvestit tout dans la boîte. Donc dès qu'on gagne de l'argent, on l'investit soit en marketing, soit en partenariat. Voilà, on investit. Et dès qu'on dépasse ces 500 euros de revenus, à ce moment-là, on créera une structure légale où on partagera des parts et on verra à quel moment on se vire des revenus. Mais je pense, on en discutera plus en détail avec Charles, que notre but, ça va être de faire un exit
Donc de réinvestir, faire grossir, pour boum, d'un coup, au pic, partir et faire un gros exit à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et en plus, la classe de faire un exit. Bah, c'est ça, et puis ça donne une très bonne réputation parce que ça prouve que tu as réussi à faire un SaaS qui fonctionne et qui a intéressé des investisseurs, des gens qui croient vraiment en ton projet, quoi. C'est ça, clairement. Donc les gars, suivez tout sur la chaîne. Tu veux que je mette tes réseaux en description? Ouais, si tu veux, pourquoi pas. À ce Allez, moment-là, tu pourras mettre mon site directement, voilà. allez, let's go. Le site de Charles, ses différents réseaux sociaux sont en description. Je te remercie, Charles, d'avoir participé avec moi. On a donné pas mal de valeur. J'espère que vous avez kiffé. Est-ce que toi, tu as des choses que tu voulais encore ajouter? Non, moi c'est bon, je pense qu'on a fait le tour, vraiment, c'est vraiment cool. Parfait. Les gars, merci à vous d'avoir visionné. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Charles et Yanis. Ciao! Salut!